Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. On va parler de l'état de santé de notre économie, l'état sanitaire aussi dans un instant, mais avant ça tout de même, cette annulation on dit toujours du contrat du siècle, je ne sais pas si c'est le contrat du siècle, mais 50 milliards de dollars de l'Australie pour acheter 12 sous-marins en fait à la France, à Naval Group, et on a appris que finalement ils allaient faire affaire avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est un mauvais coup pour l'économie française. C'est une mauvaise nouvelle, et c'est une mauvaise nouvelle pour le constructeur. C'est un contrat très très long, sans impact massif dès la première année, mais c'est effectivement une mauvaise nouvelle. Et Florence Parly, Jean-Yves Le Drian ont eu l'occasion de le dire, chacun dans leur fonction. Naval Group est un grand groupe. Je ne doute pas qu'il saura rebondir après cette déconvenue. Oui, mais c'est difficile quand même, quoi. Quand une telle commande, quoi. C'est une mauvaise vous nouvelle. redoutez un impact, vous, sur les comptes publics, l'économie française, non ? Pas à court terme, mais je le répète, c'est une mauvaise nouvelle pour le constructeur, et ce n'est pas une... Comment dire, ça laisse un peu... C'est pas très fair-play de la part des Américains, des Australiens et des Anglais ? Jean-Yves Le Drian et Florence Parly l'ont exprimé, chacun dans leur responsabilité. Ça laisse un peu d'amertume. Oui, non mais c'est ça. Mais les affaires, c'est les affaires, quoi. Hein. On va dire ça comme ça. Olivier Dussopt, alors Emmanuel Macron sur l'état sanitaire. Il s'est montré plutôt optimiste hier en parlant d'allègement de mesures. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là au gouvernement ? La situation sanitaire s'améliore, le ministre de la Santé l'a dit, les taux d'incidence baissent, la vaccination progresse. On sait que la vaccination est la seule arme véritablement efficace pour endiguer le virus. Les gestes barrières aussi. Et les gestes barrières, bien évidemment. Ouais. Dès lors que, et j'y reviendrai puisque nous continuons à y travailler, mais dès lors que nous sommes dans une situation meilleure, nous pouvons envisager, territoire par territoire, activité par activité, un allègement des contraintes, tout en restant très vigilants. Aujourd'hui, on a un meilleur état sanitaire, on a aussi une reprise économique qui est plus forte que ce que nous imaginions, que ce que nous espérions, puisque l'INSEE et la Banque de France estiment que la croissance française sera la plus forte en Europe en 2021, entre 6,2 et 6,3%. Et nous sommes, depuis le mois de juillet... Ça ira même au-delà peut-être alors de ce que vous espériez avec Bruno Le Maire ? Nous avions prévu 5% en début d'année, puis nous avons annoncé au mois de juillet que nous serions autour de 6%. Et là, ce matin, les prévisions sont un peu meilleures. Oui. Nous restons dans nos calculs sur 6%, parce qu'il faut toujours être prudent. Mais en tout cas, les instituts de prévision... Plus la Banque de France... 6,5, 6,8. Ce n'est pas nous qui espérons, c'est la Banque de France et l'INSEE qui considèrent que c'est possible et atteignable. Oui. Et par ailleurs, depuis le mois de juillet, le niveau du chômage est revenu à ce que nous connaissions avant la crise. Et donc tout ça accumulé nous laisse penser qu'à la fin de l'année 2021, nous serons revenus au niveau de production, au niveau d'activité que nous connaissions fin 2019, alors qu'au début de la crise, c'était un objectif plutôt fin 2022. Donc nous aurions un an d'avance dans la reprise. Oui, mais alors sur l'allègement des mesures, ça peut être quoi ? Alors sur le pass sanitaire, Ça peut être sur le pass sanitaire, ça peut être sur les questions d'accès à tel ou tel équipement. Tout ça est en cours de travail, en cours de finalisation. Le ministère de la Santé est à la manœuvre. Et vous savez, je l'ai dit déjà à votre micro, lorsqu'on parle de conditions sanitaires, lorsqu'on parle de contraintes parfois, ou de gestes barrières, c'est bien que ce soit le ministère de la Santé qui fasse les annonces, parce que ce sont souvent des sujets complexes, et il ne faut jamais ajouter de la confusion à la complexité. Oui, c'est ça. Et sur ces gestes barrières, alors sur les stocks de masques, etc., on en est où aujourd'hui en Nous France ? reconstituons, en lien toujours avec le ministère de la Santé, nous reconstituons ce que nous appelons le stock stratégique de plus de 140 millions de masques, et nous mettons aussi à disposition des masques pour celles et ceux qui en ont besoin. Ça nécessite des achats. J'ai validé l'achat de presque 50 millions de masques il y a maintenant quelques jours, à la fois pour que les stocks soient au bon niveau, mais aussi pour faire face à des nécessités de distribution. Nous allons continuer à distribuer des masques à des agents publics. Nous avons prévu 10 millions de masques pour des agents publics, et de manière à les protéger dans leur travail. Et puis nous allons aussi prévoir la distribution de 50 millions de masques pour les ménages français les plus fragiles, ceux qui vivent au seuil de pauvreté. Cela représente gratuitement 7,5 millions de Français qui vont recevoir gratuitement des lots de 4 masques, de manière à pouvoir continuer à se protéger, observer les gestes barrières. Il s'agit de masques textiles, bien évidemment. Des masques textiles. Et donc ce stock, 150 millions, qui sera constitué quand là ? Il est en cours de constitution, nous l'avons reconstitué. Et justement, pour faire face à ces distributions, aux agents publics et aux personnes les plus défavorisées, nous achetons à nouveau des masques pour être
capable à la fois de distribuer ces masques, mais aussi de garder notre stock au bon niveau. Oui, et c'est acheter ces produits en France ou à l'étranger? Parce que beaucoup des masques, et notamment alors, les masques en papier, viennent de l'étranger, de Chine. Pour l'essentiel, ce sont des produits français. Et nous y faisons attention dans le respect des marchés publics, bien évidemment. Et non seulement ce sont des produits français, mais une part de ces masques sera aussi produite par des entreprises d'insertion dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et dans le cadre aussi d'achats solidaires de la part de l'État. Oui. Bon, alors le quoi qu'il en coûte, c'est terminé ou pas? Le quoi qu'il en coûte se termine, nous l'avons toujours dit. Vous l'avez, oui, je rappelle que je l'avais annoncé au mois de janvier. Ça m'avait valu d'ailleurs une volée de bois vert de quelques acteurs économiques. Mais en janvier, j'avais dit que l'année 2021 devait à la fois marquer la sortie de la crise, c'est un espoir grâce à la vaccination, et la fin du quoi qu'il en coûte. Nous avons décidé, avec Bruno Le Maire, sous l'autorité du président de la République, de prolonger pour le mois de septembre le fonds de solidarité et à partir du mois d'octobre d'avoir un dispositif très spécifique pour aider les entreprises qui, à cause de la situation sanitaire, on peut penser par exemple aux entreprises très exposées au tourisme international, rencontreraient des difficultés. Le tourisme, salle de sport, etc. Encore un peu. On vérifiera au cas par cas en fonction du niveau d'activité. Et là, ils pourront bénéficier de quoi alors? D'une prise en charge des coûts fixes. Mais je le répète, il faudra que la perte de chiffre d'affaires par rapport à 2019 soit assez conséquente. Et ça sera vraiment vérifié au cas par cas. Mais dès lors que l'activité revient à son niveau normal, il est tout à fait logique que les aides exceptionnelles s'arrêtent. Parce que nous ne sommes pas dans une économie subventionnée, et parce que nous l'avons toujours dit, le quoi qu'il en coûte, cela a représenté 70 milliards de dépenses supplémentaires, économiques, sociales, sanitaires en 2020, 70 milliards en 2021, sans compter le plan de relance. Et donc, nécessairement, il faut revenir à un niveau normal de dépenses publiques. Oui, parce que Olivier Dussopt, quand on regarde et quand on écoute le président de la République ces derniers jours, on a l'impression que l'État a gagné au loto. Il y en a pour tout le monde de l'argent. À Marseille, les agriculteurs, les policiers, ce n'est pas fini. Les budgets de la justice, de l'armée, etc. Ça va représenter combien, ça? Alors, derrière votre interrogation, il y a une autre question. Que diriez-vous si le président de la République ne tenait pas ses engagements? Il les tient. Là, ce ne sont pas des engagements. Ce sont des promesses, c'est pour la suite. Ça, il ne l'a pas fait il y a 5 ans. Il tient ses engagements, et notamment sur les questions régaliennes. Il a toujours dit qu'il fallait réarmer les fonctions régaliennes, leur donner plus de moyens. Aujourd'hui, il le fait à 7 mois de la présidentielle. Non, vous vous trompez. Si, il le fait aujourd'hui. Olivier Dussopt, il ne l'a pas fait il y a 3 ans, il y a 4 ans. Alors, juste un chiffre, et c'est une question que je vous pose. De combien a augmenté le budget des armées entre 2017 et 2018? Alors, le budget a augmenté. Je n'ai pas le chiffre très précis. 1,7 milliard et depuis 2018. C'est vrai, sur les armées. Laissez-moi aller au bout. 8 milliards d'augmentation depuis 2018. De combien a augmenté le budget du ministère de l'Intérieur? 3 milliards depuis 2018. De combien a augmenté le budget de la justice? 2 milliards. Et l'année prochaine... Mais ça, c'était pas dans les promesses. En fait, je l'avais pas vu dans les engagements précisément. Vous avez mal lu, tout simplement. Le président de la République a toujours dit qu'il fallait réarmer les fonctions régaliennes dans les premières lois qu'il a fait voter. C'est une loi de programmation pluriannuelle pour les armées, 1,7 milliard d'augmentation par an, elle est tenue. C'est la première fois depuis 20 ans qu'on tient cette promesse. Vous êtes meilleur que moi sur les chiffres. Deuxième chose, loi de programmation de la justice, elle est tenue et nous allons plus loin avec 2 augmentations successives de 8%. C'est presque 700 millions d'euros de plus pour la justice. Et nous mettons des moyens sur le ministère de l'Intérieur. L'année dernière, nous l'avons augmenté. Son budget d'1 milliard d'euros. L'année prochaine, c'est 1,5 milliard de plus. Donc tout ça, ce sont des engagements tenus et c'est une réponse à des besoins. C'est la qualité du président de la République de tenir cet engagement. Comment faites-vous pour avoir cet argent? Nous l'avons intégré dans notre programmation pluriannuelle. Et pour vous donner peut-être un chiffre qui va vous rassurer, je donne beaucoup de chiffres ce matin. Non, mais c'est normal, vous êtes le patron des chiffres en fait public. À cause de la crise et à cause des mesures liées à la crise, le déficit public en 2020 a été de 9,1% du PIB. Il sera inférieur à 9% en 2021, parce que nous continuons à dépenser beaucoup pour faire face à la crise. L'année prochaine, il revient à 5%. 5%, c'est beaucoup comme déficit. Mais ça montre qu'on peut tenir les engagements et revenir progressivement à une situation plus normale et plus soutenable en matière de dépenses publiques. Bon, à propos de chiffres, il y avait eu un engagement dans un premier temps, par exemple, de suppression de 120 000 postes dans la fonction publique. Ça, c'est terminé, quoi. Est-ce que vous souhaitez qu'on remette est-ce que vous souhaitez qu'on remette sur la table? Non, mais je vous dis ça parce que vous me parlez de chiffres, donc je vous en donne d'autres. Mais comme vous mélangez des choux et des carottes, je vais aussi vous répondre sur l'essentiel. Tout ça pour faire du pot-au-feu, il faut tous les légumes, vous le savez. Oui, mais le budget de l'État n'est pas un pot-au-feu, justement. C'est un outil pour mettre en œuvre les politiques publiques et tenir les engagements du président de la République. Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur des fermetures d'écoles en zone rurale alors que nous avons arrêté de le faire après le grand débat? Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur des projets de suppression de postes dans le domaine de la santé et de la prévention? Je préfère qu'on revienne sur un sujet qui agite les Français en ce moment, ce sont les prix de l'énergie. Ce qui s'est passé avec la crise des Gilets jaunes et avec la crise sanitaire
montre que dans les services publics, il est normal de maintenir les moyens pour répondre aux besoins des Français. Bon, d'accord. Un autre sujet, donc je disais, Olivier Dussopt, qui agite les Français, c'est les prix de l'énergie là, qui flambent. C'est-à-dire, il y a l'essence, près de 2 € parfois le litre. Bon, c'est assez exceptionnel. C'est très exceptionnel. C'est très exceptionnel. Non, mais je vous l'accorde. Mais quand même, c'est vrai, on est beaucoup plus sur du 1,70 à 80. Le gaz, l'électricité également. Est-ce que vous nous confirmez d'ailleurs qu'il va y avoir une rallonge du chèque énergie pour les plus modestes? Combien de personnes? Le Premier ministre le précisera cet après-midi. Oui. Aujourd'hui, presque 6 millions de Français touchent un chèque énergie, le reçoivent. Dès lors qu'ils sont éligibles, dès lors qu'ils ont droit à ce chèque énergie, ils le reçoivent directement. Et ce chèque énergie leur est adressé par la Poste. Il sera augmenté d'un chèque de 100 €. Parce que justement, nous avons vu cette augmentation du prix de l'énergie. Et plutôt que d'attendre que toutes les augmentations, qui sont souvent des augmentations automatiques, elles ne sont pas décidées par le Parlement, elles ne sont pas décidées par le gouvernement, plutôt que d'attendre qu'elles s'appliquent brutalement, nous anticipons et nous prévoyons cette mesure d'aide pour les 6 millions de Français qui en ont le plus besoin, à hauteur de 100 € supplémentaires. Est-ce qu'il y a une possibilité pour vous d'intervenir aussi sur les taxes et les surtaxes de l'ensemble en fait de ces moyens d'énergie? Les différentes interventions dans le passé sur les taxes ont montré que c'était souvent avec un effet marginal et surtout, ça ne tient pas compte des évolutions du prix de l'énergie. Actuellement, mais c'est un sujet sensible, vous le savez, les gilets jaunes, ça a démarré en fait là-dessus, sur les carburants parce notamment. Parce qu'il y a une reprise économique très forte, pas seulement en France, mais au niveau mondial. Il y a une énorme demande d'énergie. Et donc, il y a une augmentation des coûts. Nous espérons que cette reprise économique, évidemment forte et utile, puisse aussi aller vers une forme de normalisation, de régularisation, avec un retour à des prix plus classiques et plus normaux. Oui. Bon, vous craignez l'inflation ou pas? L'inflation est un petit peu plus importante que les autres années, mais là aussi, les économistes, tous ceux que nous consultons, avec qui nous travaillons, vous tablez sur combien? Nous disent que cette inflation qui pourrait être entre 1,8 et 2% cette année, en 2021, devrait revenir là aussi à des niveaux plus normaux l'année prochaine. Et d'ailleurs, nous avons des mécanismes de protection, puisque par exemple, le pic d'inflation, on parle de 2%. Il faut avoir en tête que dans les années 80, début des années 90, on parlait de 4, 5, 6%. Là, on est à 2%. Même avant, on était à 8, 10%, 12%. Il déclenche un certain nombre de mécanismes, et notamment le fait qu'au 1er octobre, le SMIC sera revalorisé de 2,2%, parce qu'il y a des mécanismes automatiques qui permettent cet ajustement en cas justement de pic inflationniste. Vous êtes l'aile gauche un peu de ce gouvernement, Olivier Dussopt, puisque vous venez des rangs de l'aile gauche, avec d'autres. Là, on a vu quand même qu'il y allait avoir un mouvement derrière Édouard Philippe avec Territoire de Progrès. Comment vous pouvez peser face à cela? Territoire de Progrès est un parti de gauche, et de gauche de la majorité présidentielle. Avec Jean-Yves Le Drian, nous l'avons fondé et nous sommes accompagnés par quelques collègues, des parlementaires, des militants. Comment vous pouvez, effectivement, face à Édouard Philippe et son mouvement? Nous considérons que notre rôle est à la fois de porter des valeurs qui sont les nôtres, des valeurs de gauche, dans la majorité, en soutien au président de la République. Édouard Philippe a dit, ça n'est absolument pas une surprise pour moi, qu'il soutiendra totalement la réélection du président de la République. Il a dit aussi qu'il voulait former un parti, un mouvement politique pour accompagner cela. Il n'y a pas à être face, c'est à être à côté. À côté pour travailler à la même chose, c'est-à-dire la réélection du président de la République. Le PS, votre ancien parti, est derrière, a priori, Anne Hidalgo, sauf surprise. Vous en êtes éloigné aujourd'hui? Évidemment, mais je garde des amis, je garde des valeurs, une culture politique. Je regarde tout ce qui se passe avec un peu d'attention. Et je constate effectivement que le Parti Socialiste pourrait se ranger derrière la candidature d'Anne Hidalgo. Elle peut incarner? C'est aux militants socialistes de choisir. Je considère qu'aujourd'hui, le seul qui est en capacité de porter un vrai projet social-démocrate, un vrai projet progressiste, avec un ancrage européen, mais aussi avec de nouveaux droits. Je pense au reste à charge zéro sur les lunettes, sur les prothèses dentaires, ou encore la 5e branche de la sécurité sociale. C'est Emmanuel Macron. C'est évidemment Emmanuel Macron. Bon, mais il y en a d'autres qui vont dire que c'est Anne Hidalgo, ou alors que c'est en fait à droite, ou que c'est Jean-Luc Mélenchon, ou les Verts. Les Verts, vous attendez qui chez les Verts? Ils votent aujourd'hui? Ce n'est pas à moi de faire un pronostic sur une primaire. La seule chose qui m'intéresse, vous n'êtes pas inscrit pour voter? Non, certainement pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est que le président de la République puisse être accompagné, soutenu pendant toute la fin de ce quinquennat, parce qu'il y a un bilan à défendre, et je souhaite évidemment qu'il soit candidat, et je souhaite encore plus qu'il soit réélu, parce que je pense que c'est l'intérêt de la France, que c'est le plus efficace pour faire avancer les droits et reconstruire notre pays. Est-ce que Éric Zemmour va aussi beaucoup peser, selon vous, dans le débat de la présidentielle? Attendons de voir qu'il soit candidat. Je n'ai pas le sentiment qu'il soit sur le même espace politique que il le n'est pas président de la République. Il n'est pas candidat pour le moment, non, c'est à lui. Il n'aurait pas dû être décompté alors par le CSA. Vous savez, nous sommes dans une période pendant laquelle chaque jour il y a une déclaration de candidature supplémentaire.
je ne vais pas passer mon temps à commenter chaque déclaration de candidature. Donc, non mais alors, je l'ai dit, je le répète, il n'y en a qu'une qui m'intéresse. Oui, c'est celle du président de la République. Non mais alors Olivier Dussopt, vous avez dit, il n'est pas candidat, donc il ne devrait pas être décompté dans les temps accordés par le CSA. Ce n'est pas à moi de regarder les règles du CSA. Le CSA a visiblement considéré que Éric Zemmour était désormais un personnage politique et non plus simplement un journaliste. C'est le rôle du CSA, mais je le répète. La foire aux candidatures, parce que c'est un petit peu la foire aux candidatures en ce moment, ça n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est d'être efficace dans ce que je fais au ministère des Comptes Publics et de soutenir le président de la République. Merci Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des comptes publics, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.